Bonjour à tous. On va, Pascal Housset et moi-même, Bonjour animer Jean-Pascal. cette réunion, Pascal et Pascal, qui va porter sur le sujet de la qualité de l'air intérieur et de la ventilation. Et son nom, notre conférence s'appelle Une filière mobilisée au profit de la santé publique. Alors je vais laisser en seigneur tout honneur au patron de cette filière le soin d'en parler. Alors je vais prendre la zapette. Donc Jean-Pascal Chirac, délégué général du Club de l'amélioration de l'habitat, Pascal Housset, président de l'Association française de la ventilation de l'UMGCP, mais il va en parler lui-même. Et on démarre tout de suite le sujet. Donc merci de votre présence et nous démarrons notre conférence. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence. Donc effectivement, Pascal Housset, donc avant tout chef d'entreprise, que je dirige une entreprise de génie climatique depuis un peu plus de 30 ans en Île-de-France. Et donc je suis venu aujourd'hui en tant que président de l'Association française de ventilation. Donc c'est quoi cette association de filière? C'est une jeune association. Elle a été créée il y a 4 ans, pour tout dire. Donc ça a été un bébé du Covid, si je puis dire. Donc rendre visible l'invisible. Donc la qualité d'air intérieur, c'est vraiment une vraie problématique de santé publique et pour laquelle il fallait qu'on soit mobilisé. Donc ça a été créé en janvier 2021. Donc c'est pour vocation de rassembler l'ensemble des professionnels de la ventilation mécanique, intervenant en construction neuve, mais aussi en rénovation, on en parle beaucoup en ce moment, dans les bâtiments résidentiels, mais pas que, l'individuel, le collectif et le tertiaire. Et puis l'Association française de ventilation, ça représente la chaîne des acteurs, ça va des fabricants de systèmes de ventilation, les distributeurs, les installateurs, sans oublier la maintenance, on va en parler un petit peu plus tout à l'heure, les exploitants d'équipements de ventilation, sans omettre aussi la formation qui est importante pour ces métiers. Oui, alors un petit mot sur la composante de l'association. C'est la première filière réelle de ventilation. Souvent, la ventilation, c'est un petit peu le parent pauvre du bâtiment. Il n'y avait pas vraiment de filière constituée avec l'ensemble des acteurs. Là, vous voyez un certain nombre d'acteurs. Donc, on y retrouve bien sûr les organisations professionnelles du bâtiment. Donc, vous avez la CAPEB, Coedis, la fédération qui est présente sur ce salon aujourd'hui, le SNEFCAL au monde du froid, le SINASAF pour la maintenance, Uniclimat les fabricants, et puis les 12 membres adhérents, essentiellement des fabricants, et puis quelques associations membres partenaires, dont le club de la ventilation représenté ce jour par Jean-Pascal. Le club de l'amélioration de l'habitat, pas de la ventilation. Pardon, Donc, le club de l'amélioration de l'habitat, c'est une structure qui est déjà assez ancienne, qui a été créée en 1992 et qui regroupe des acteurs publics et privés qui ont tous en commun de s'intéresser à ce vaste sujet qui est entretien, amélioration, rénovation du parc résidentiel français. Voilà, c'est un vaste sujet. Alors, ce qui nous anime, c'est finalement, c'est mesurer, c'est comprendre, c'est dynamiser ce marché. Comment, au travers d'études, nous réalisons de manière très régulière des études économiques, des études sociologiques, que nous partageons bien sûr avec nos membres. L'idée et notre objectif, c'est de mieux appréhender les tendances d'évolution finalement de ce marché, discerner les motivations notamment des maîtres d'ouvrage, des propriétaires occupants qui conduisent à engager des travaux au profit de la qualité, de la performance, mais aussi de la qualité de vie des habitants. Voilà donc l'œuvre dans laquelle nous intervenons, à l'intérieur de laquelle le sujet de la qualité de l'air et de la santé occupe une place fondamentale, et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'allier nos voix aujourd'hui. Alors, oui, alors la qualité de l'air intérieur dans les bâtiments, c'est, comme je disais, c'est une filière mobilisée au profit de la santé publique. Ça nous coûte très cher chaque année, ces problèmes de santé publique. Donc on a quand même un certain nombre de points importants qui font fonctionner l'association, c'est-à-dire de faire évoluer la réglementation en construction neuve, ce qui a été le cas avec la RE 2020, pour aussi citer un exemple concret, soutenir les aides publiques en rénovation favorisant l'installation de systèmes de ventilation performants, c'est le cas aujourd'hui avec, dans le cas de PrimeRénov' et C2E, où en rénovation, on a possibilité d'avoir des accompagnements d'aide. La TVA qui est à 5,5 également, concevoir des outils, des formations pour accompagner la montée en compétences des professionnels, valoriser la qualification RGE Ventilation Plus, les certificats de qualification professionnelle, les fameux CQP, installateurs, mainteneurs de systèmes de ventilation et la gestion de la qualité d'air intérieur. Donc on a mis en place un certain nombre de formations qui sont à la fois dans la formation initiale des jeunes, mais pas que,
aussi dans la formation continue. Donc ça, c'est des choses qu'on peut porter avec les compagnons du devoir, les Greta, un certain nombre de centres de formation également chez les industriels, et ces fameux CQP qui sont proposés sur l'ensemble du territoire dans le cadre de la formation continue pour monter en compétence les techniciens. Et puis créer une culture de la maintenance des systèmes de ventilation. Trop souvent, on le voit bien, dans les territoires, les systèmes de ventilation dysfonctionnent parce qu'ils ne sont pas entretenus. Combien de fois on a des bâtiments où on voit que la ventilation est inopérationnelle parce que manque de maintenance. Donc ça, c'est un gros travail aussi que nous faisons. Et puis ça passe par la formation des occupants, les enjeux de la ventilation et les impacts sur la qualité d'air intérieur d'une absence de non-conformité et d'un défaut d'entretien des équipements. Donc on parle beaucoup aujourd'hui du mal logé, des bâtiments, bien sûr, on parle beaucoup de la déperdition énergétique, mais aussi il y a toutes les problématiques de qualité d'air avec la formation de moisissures dans les bâtiments qui amènent ces fameux problèmes de santé. Et puis, bon, là, on a mis un petit peu les points principaux. Donc, le renouvellement d'air neuf, il est nécessaire à la respiration, parce que, comme le dit un fameux médecin, professeur Dr Skinazi, pour le citer, la maison, c'est le poumon véritablement de la maison. Donc, la ventilation est importante pour évacuer les polluants générés par le mobilier, les produits du bâtiment, puis l'occupation humaine. Donc il faut des équipements du logement qui soient aussi le moins polluants possible, les revêtements de sol, les peintures. Il y a eu des gros efforts qui ont été faits sur ces sujets-là, l'école, l'isolation, l'ameublement, mais aussi l'activité humaine, la cuisine, malheureusement, le tabac, l'humidité, la vapeur d'eau, les produits d'entretien, les véhicules dans un garage attenant, voilà. Et puis de l'air extérieur, il y a les gaz d'échappement, proximité d'activités industrielles ou agricoles, les pollens, les bactéries, les particules fines. Voilà, donc on a cité quelques-unes. Donc tout ça pour dire, il est important de travailler sur la qualité extérieure, mais aussi sur la qualité d'air intérieur des bâtiments. Et ensuite, le travail aussi que nous faisons à l'Association française de ventilation, c'est finalement aussi un état des lieux de la ventilation dans le bâtiment au profit de la QAI et de la performance énergétique. Alors ça, c'est en construction neuve, mais pas que. C'est aussi vrai en rénovation. Dans le bâtiment neuf, un système de renouvellement d'air correctement maîtrisé, associé à une bonne isolation et une étanchéité à l'air efficace, c'est indispensable pour assurer la performance effectivement énergétique, aussi en optimisant la quantité d'air renouvelé, gérer le confort thermique et acoustique, garantir la qualité de l'air intérieur et protéger le bâtiment des excès d'humidité, on en parlait tout à l'heure. Et puis les réglementations RT 2012 et RT 2020 qui imposent la mise en place d'un système de VMC pour assurer le taux correct de renouvellement d'air, calculer en fonction du volume des pièces et garantir une efficience énergétique, rappelons-le. Il est important d'en contrôler la bonne conformité et depuis l'entrée en vigueur de la RE 2020, la vérification des performances des systèmes de ventilation, elle est obligatoire. C'est une excellente chose à l'achèvement des travaux pour le bâtiment neuf, ce qui a fait évoluer aussi le côté qualitatif des réalisations de ventilation. Voilà, donc en ce qui concerne donc, notre approche sur le logement, en rénovation des bâtiments existants, l'isolation de l'enveloppe modifie les caractéristiques du bâti vis-à-vis d'étanchéité à l'air. Et de fait, son comportement en termes de renouvellement d'air et de développement des phénomènes d'humidité, ce dont Pascal a parlé juste avant. Dans ce cas, un système de ventilation performant présente les mêmes avantages et nécessite que dans une construction neuve. Donc on comprend que dans l'existant, il est important, voire essentiel, d'installer des systèmes de ventilation. Je rappelle qu'aujourd'hui, le taux d'équipement de la ventilation dans les bâtiments existants ne dépasse pas ou est à peine de l'ordre de 50%. Donc la ventilation ayant par ailleurs un effet significatif sur la réduction de concentration des polluants, donc essentiellement les CO2 et les particules fines, il n'est pas concevable aujourd'hui de réaliser des travaux de rénovation énergétique sans installation d'une VMC. On a tendance à dire pas de rénovation sans ventilation. Voilà, dans le cadre des politiques publiques visant à l'amélioration des performances énergétiques et environnementales du bâti existant, il apparaît donc capital d'engager simultanément des actions pour tenir les objectifs réglementaires de la qualité de l'air intérieur.
Oui, puis l'état des lieux de la ventilation dans le bâtiment au profit de la QAI, c'est aussi dans le tertiaire privé, hein. Rappelons que nous sommes soumis au décret tertiaire, là aussi avec un angle de départ qui est très énergétique, mais pas que, puisqu'on sait que la qualité d'air intérieur dans les bâtiments tertiaires par rapport aux occupants, il y a aussi toute une notion de RSE aujourd'hui, hein, dans l'occupation professionnelle. Donc le dispositif éco-énergie tertiaire, décret tertiaire, fixe un objectif de réduction de la consommation d'énergie finale de 40%, c'est pas rien, horizon 2030, ce qui implique potentiellement des travaux sur la ventilation, puisqu'on l'a vu par la présentation que aussi une bonne maîtrise des flux d'air permet aussi de meilleure maîtrise de la consommation énergétique. Lors d'une rénovation d'ampleur, donc il est essentiel d'évaluer la faisabilité d'installer un système de ventilation hautement efficient de type double flux thermodynamique pour améliorer la performance énergétique, mais également la QAI du bâtiment. Et puis, il est indispensable également, en phase d'exploitation, de gérer les équipements de ventilation dans le cadre d'un contrat de commissioning garantissant que l'ensemble des systèmes CVC fonctionnent harmonieusement. Je rappelle, le commissioning, c'est toute la chaîne vertueuse, j'ai envie de dire, de bons principes, depuis la conception d'un projet, le choix des produits, la certification des produits, la bonne mise en œuvre des produits, la passation vers l'exploitation et la maintenance des systèmes et la durée de vie des systèmes. Donc c'est un parcours vertueux, cette notion du commissioning, qu'il faut bien comprendre dans la projection. Alors bien évidemment, on a une priorité, hein, vous en avez entendu parler dans les médias, c'est dans les locaux d'enseignement. Je rappelle 40 000 établissements scolaires au niveau national qui sont à rénover, 10 000 à court terme. Donc c'est un vaste projet de rénovation des locaux d'enseignement. Alors en France, il y a 3 écoles sur 4 qui n'ont pas de système de ventilation et AR par ouverture des fenêtres. Donc ça a ses limites, hein. Ouverture des fenêtres dit courant d'air, enfants malades, profs malades, une surconsommation énergétique avec un coût énergie aujourd'hui qui peut être très important et lourd à supporter pour les communes, notamment aussi les petites communes. Donc une exposition au polluant de l'air augmente le risque d'infection aiguë des voies respiratoires chez l'enfant et accroît le risque de pathologie pulmonaire chronique dans leur vie adulte. Et là, il y a des études médicales qui le justifient. L'inhalation de polluants aggrave le risque d'asthme pendant l'enfance et 95% des enfants asthmatiques ont une cause allergique. Et on a malheureusement une montée en puissance, et là aussi c'est les médecins qui nous le disent, on a une montée en puissance d'année en année depuis ces 20 dernières années de gens de plus en plus asthmatiques et dès la jeune enfance. Donc il faut être très très attentif à ça. Et puis il existe des liens significatifs entre une exposition aux polluants de l'air et les effets de santé et le comportement neurologique des enfants, puisqu'on a vu que après période Covid, quand on a commencé à mettre des détecteurs un peu partout, lorsqu'on montait dans les tours en termes de CO2, on perdait en termes cognitifs aussi par rapport aux enfants au niveau de l'enseignement. Oui, tout à fait. Alors, nous sommes aussi présents au Conseil national de l'air. Donc, on travaille avec l'avis du Haut Conseil de la santé publique relatif à la ventilation et les établissements recevant du public pour prévenir les risques infectieux. Alors ça, ces chiffres-là, ils sont très importants. La data, aujourd'hui, on parle beaucoup de data, mais là, la data qu'on a en retour par le milieu médical. Donc la HSSP préconise une approche globale de la qualité des environnements intérieurs. Donc on parle de QEI maintenant et pas que seulement de QAI, permettant de s'assurer que les apports d'air neuf dans les pièces soient suffisants pour que les concentrations de polluants ne dépassent pas les valeurs réglementaires. Donc ça se mesure, hein. Les systèmes de ventilation doivent être fonctionnels et dimensionnés pour atteindre une concentration en CO2 maximum à 800 ppm. On voit que c'était monté à 1200, 1300 jusqu'à presque 2000 ppm dans certains cas quand on a commencé à mettre des appareils de mesure dans les classes. Donc en période d'occupation représentant un débit minimum de 50 m3 par occupant. Ça peut effectivement surprendre ce débit-là, mais c'est ce qu'on a besoin pour le faire correctement. Et puis, le HSSP recommande également d'utiliser une stratégie de modulation de la ventilation
sans mise à l'arrêt en période d'inoccupation, mais en suivant les recommandations de la norme NFEN 1679-8-1 relative à la performance énergétique de la ventilation des bâtiments non résidentiels. Donc ça, c'est très important. Oui, alors l'idée, c'était rapidement d'être aussi un peu démonstratif dans ce qui se fait. Donc là, on vous a mis un programme qui a été fait dans la rénovation d'un établissement scolaire. Donc c'est une opération qui a été faite par le groupe GCA. Donc c'est un OGEC qui se trouve dans le 94 à Sucy-en-Brie. Donc c'est un établissement implanté sur 8000 m², qui est composé de plusieurs bâtiments. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un collège qui est dans un château, il y a un lycée construit dans les années 2000 et il y a une école maternelle et élémentaire en construction neuve où on a participé aux travaux. Et donc une mission courte et description de travaux. Donc cette installation a fait l'objet d'une rénovation selon le décret tertiaire. Donc le suivi des comptages énergétiques, le suivi de la plateforme de management énergétique, dont les systèmes de ventilation, la maintenance de la GTB. Parce qu'on peut avoir les meilleurs systèmes performants énergétiques ou de QAI. Si on n'a pas des moyens d'appareiller, de mesure, on ne peut pas suivre le bon fonctionnement des systèmes. Donc si on veut mesurer la performance, il faut équiper avec de la data. Donc on a mis quelques photos d'installation, voilà, de CTA. Donc on a pris soin aussi sur ces systèmes de ventilation à ce que, bien sûr, hormis la qualité de réalisation en termes d'étanchéité de gaine, etc., on a pensé également à la maintenance. C'est-à-dire qu'il faut que les appareils ils soient accessibles pour changer les filtres, qu'on ne soit pas obligé d'être cascadeur, d'avoir quelque chose de pratico-pratique aussi. Ça paraît bête de le dire, mais trop souvent, on a des systèmes de ventilation où des fois c'est encloisonné, c'est dans des accès toiture très compliqués. Et donc là, finalement, ça pénalise une qualité de la maintenance derrière. Voilà. Donc quelques photos de réalisation. Donc, alors souvent, le travail de gaine, il est caché, il est dans des faux plafonds. C'est vrai qu'il y a une tendance un peu architecturale, si je puis dire, aujourd'hui, qui est de voir les gaines. Donc ça oblige aussi, du coup, les ventilistes à faire des gaines bien posées, voilà, travailler au niveau esthétique. Voilà, il faut que ça soit fonctionnel, mais en même temps que l'esthétique soit travaillée. On les appelle les gaineux, je crois. Oui, alors c'est dans notre jargon de ventiliste, on appelle ça des gaineux. C'est vraiment des gens qui ne font que ce métier. C'est-à-dire c'est vraiment des pros de la ventilation. En tertiaire, je parle, un peu moins sur d'autres marchés. Voilà, donc voilà quelques images, voilà, des réalisations. Mais c'est important, vraiment la fin de travaux, la passation des réalisations, ça peut paraître parfois idiot de le dire, mais de faire des essais corrects en fin de chantier, des tests, des mesures, de façon à s'assurer que tout ça fonctionne parfaitement bien. C'est aussi une tranquillité pour le maître d'ouvrage à la suite et que la maintenance soit bien tenue en compte. Alors, je vais parler maintenant, revenir sur les sujets du résidentiel. Notre mot d'ordre, notre doctrine à l'Association française de la ventilation, c'est l'action, c'est-à-dire ne pas rester dans l'incantation, dans la proposition, mais vraiment dans l'action. Pascal l'a précisé, on doit se servir du dispositif tertiaire pour accélérer, favoriser et intensifier les travaux dans le tertiaire, dans le sujet du résidentiel et particulièrement du résidentiel collectif, parce qu'il a semblé comme celle-ci est plutôt composée de spécialistes des installations collectives. Donc parlons plutôt particulièrement du collectif. Notez ces chiffres, ils sont importants. Sur 532 000 copros en France, c'est à peu près le chiffre des copros, qui représentent plus de 16 millions de logements. C'est la réalité en France. Il y en a 110 000 qui sont des copros dites fragilisés. Et ça veut dire qu'ils comportent une certaine menace sur la santé des habitants. Et donc une mauvaise performance énergétique est souvent classée FUG, une mauvaise qualité d'air également. Donc le projet pluriannuel de travaux, donc, qui permet dans une copropriété de tracer une feuille de route, définit les scénarios répondant aux besoins de la copropriété en matière de santé et de sécurité des résidents, d'économie d'énergie bien sûr et de réduction des gaz à effet de serre.
La loi Habitat dégradé, c'est important parce que cette loi elle est récente, elle date du 9 avril 2024, prévoit de fait une simplification du recours à l'emprunt collectif pour financer les travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien d'un immeuble. Notons également que les moyens consacrés au traitement des copropriétés en difficulté portés par l'ANA atteint 250 millions d'euros en 2025. Il s'appuie sur des programmes de prévention et d'accompagnement des copropriétés. Donc ce que nous voulons dire, c'est qu'il est important de se servir des politiques publiques, de s'appuyer sur les moyens qui sont mis à disposition des propriétaires pour s'engager dans ces travaux. Ma prime rénov copropriété, les éléments dont je vous fais part sont tous accessibles sur le site de l'ANA. Donc ma prime rénov copro permet de bénéficier d'aides financières pour les travaux effectués en partie commune, dont ceux relatifs à la ventilation, à partir ou grâce aux écoprêts à taux zéro spécial copro. Voilà, cette solution finance ainsi de 30 à 45% du montant des travaux jusqu'à 25 000 euros par logement et accorde une bonification supplémentaire de 20% pour les copros fragiles en difficulté, ainsi que des primes individuelles pour les copropriétaires aux revenus modestes de 1 500 à 3 000. Ce que nous voulons dire, c'est qu'effectivement, ces copros qui peuvent loger des ménages qui peuvent par ailleurs avoir des difficultés financières, eh bien, vont être aidés au maximum. Et donc, c'est là où on doit porter nos efforts et c'est là où, effectivement, les travaux peuvent se faire. Voilà. Dès janvier 2025, certains travaux de ventilation deviennent éligibles au taux de TVA, Pascal l'a dit, réduit à 5,5. VMC simple fugue, réglable, individuelle ou collective, ventilation hybride, hydro-réglable. Donc là aussi, profitons des différentes aides qui sont apportées pour favoriser et intensifier les travaux de rénovation ou d'installation de ventilation dans l'existant. Un mot sur... Voilà, alors en conclusion, bon, il est important de rappeler ici que l'amélioration de la qualité d'air intérieur dans les bâtiments tertiaires et résidentiels par l'installation de systèmes de ventilation hautement performants apparaît à présent une priorité absolue. Hein. C'est vraiment sur les points sur lesquels nous sommes mobilisés. Et puis l'ensemble des politiques publiques portant sur les constructions neuves existantes favorisent en ce sens ces opérations d'un objectif tant d'efficience énergétique, mais pas que, et aussi pour la protection environnementale de la qualité de vie et de la santé des occupants, qui est quand même un point très important. Voilà, donc nous souhaitions, à la faveur d'Energy Meeting, en remerciant d'ailleurs les organisateurs de nous avoir donné la parole, nous souhaitions sensibiliser, sur le sujet de la qualité de l'air intérieur, aussi bien en tertiaire qu'en résidentiel, sur la nécessaire, impérative utilité de la ventilation et sur les actions que nous menons dans notre organisation professionnelle, notre association qui a été créée il y a quelques années, qui regroupe l'ensemble des acteurs de la filière, les relations que nous avons avec le monde institutionnel, le monde scientifique également, qui aujourd'hui rend totalement légitime l'ensemble de nos actions. Voilà, donc nous poursuivons nos actions tout au long des mois. Nous aurons encore l'occasion de communiquer d'ailleurs dans d'autres événements, probablement on peut se donner rendez-vous dans d'autres manifestations et peut-être à Energy Meeting dans un an si l'occasion nous en est donnée ou alors en région. Voilà, donc merci de votre attention. On est dans le timing, dans l'heure. Des questions, donc nous pouvons y répondre. Si tel est le cas, on mettra notre casque parce qu'autrement on n'entend pas les questions. Donc à votre disposition, je crois qu'il y a des micros qui sont en situation de pouvoir vous être guidés vers vous. Donc s'il y a des questions, nous sommes à votre écoute. Pas de questions. C'est toujours la première question qui est la plus difficile. Voilà. Non, peut-être qu'ils ont appris qu'après, il y a un cocktail. Et c'est peut-être ça, en fait, le sujet. Ah, une question de notre... Nous t'écoutons. Oui, merci. Yann Dervin, Imolab. Oui. J'ai l'impression... J'entends pas. Bon, bref, je la pose. Hein. C'est bon, j'ai l'impression que la qualité d'air intérieur est un peu le parent pauvre en termes réglementaires, c'est-à-dire qu'on a quand même des textes qui sont assez anciens sur le sujet. Et heureusement qu'on a effectivement des professionnels de la ventilation qui s'investissent sur le sujet, parce qu'en termes de textes réglementaires, voilà, on est encore sur des débits de ventilation anciens qui sont très insuffisants, en tout cas au moins dans le logement.
Oui, tout à fait. Ça fait partie de j'ai envie de dire, de la lettre de mission, hein, de l'Association française de ventilation, puisque dans la constitution des groupes de travail qui ont été faits, on a un GT réglementaire, justement. Alors effectivement, c'est le grand écart, vous avez raison de le dire. En thermique, on parle de RE 2020. Et puis les textes réglementaires de la ventilation, on parle de textes de 1982, cherchez l'erreur. Donc il y a quand même un grand écart entre les deux. Donc effectivement, il y a plein de questions à se poser. Est-ce que finalement les débits qui étaient en 82 sont les débits dont on a besoin aujourd'hui dans le mode de vie d'aujourd'hui, les usages? Donc il y a plein de questions. Voilà, donc aujourd'hui, ça fait partie des travaux qu'on mène, puisque l'AEV est présente aussi au club de la ventilation avec la DHUP. Donc ça fait partie des sujets, la partie réglementaire. Comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, on est présent au Conseil national de l'air, qui a un champ plus large, air extérieur et air intérieur. Mais néanmoins, l'aspect réglementaire, bien évidemment, on le regarde de très très près. On trouve, par exemple, que dans le décret tertiaire, le sujet de la ventilation, il n'est pas suffisamment abordé. Alors qu'il est vraiment, s'il y a bien un endroit où on doit en parler plus, c'est dans le décret tertiaire. Donc c'est nous qui sommes force de proposition aussi avec l'ensemble de la filière. Et puis on a des échanges aussi avec les bureaux d'études, les architectes, toute la filière, c'est aussi ça. Hein. Donc c'est aussi du transverse en termes d'échanges et de prise de parole pour pouvoir par contre porter, puisque nous on a effectivement le canal qui permet de porter auprès de ceux qui nous gouvernent, hein, et puis de l'administration au sens large du terme, ça nous permet effectivement de porter ces sujets-là. Donc on est dessus, en tout cas sur l'aspect réglementaire, ça fait vraiment partie des points. On sait qu'il va falloir faire évoluer ces sujets-là. Et nous l'avons dit tout à l'heure, nous soulignons, nous appuyons en fait tous les travaux qui sont menés également par le Haut Conseil pour la santé publique. On a cité le docteur Fabien Schinazi, qui est un expert des sujets et qui nous apporte beaucoup d'aide finalement au travers des recommandations qu'il peut être amené à faire. Et ça va nous aider tous à une prise de conscience de la nécessité de mieux ventiler. Et ce que nous pourrons engager dans les établissements qui reçoivent du public, notamment des publics fragiles, pourront tout à fait être déployés par ailleurs dans l'ensemble des établissements. Voilà, donc oui, la remarque est tout à fait justifiée et tout à fait essentielle de pouvoir continuer à développer les solutions techniques. D'autres remarques?